Le sujet de l'expatriation, c'est un vrai sujet parce qu'on est déjà matraqué fiscalement. Si ça continue, moi je te dis pas que je serai encore là dans 5 ans. Je suis patriote, mais en fait je suis pas un pigeon. Bien sûr. Donc je vais pas me faire plumer H24. Et c'est vrai qu'en France, on est en train de rater le virage de l'IA qui va tout changer. On a raté déjà le virage de la tech au global, tu vois, on a une super scène tech, mais en réalité on est minuscule par rapport aux États-Unis. Tu vois, je sais même pas si les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de rater, parce que tu vois, là j'étais à San Francisco, il y a des voitures autonomes partout, tu peux prendre des taxis autonomes, ça s'appelle des Waymo. Il y en a partout, tu vois, c'est Google qui a financé en partie cette boîte. Complètement standard, vraiment c'est partout. Alors oui, il y a des bugs, et à chaque fois qu'il y a un bug, ça fait rire un peu tout le monde, parce qu'ils font des embouteillages entre eux et tout, et de temps en temps il y a des accidents tragiques, mais de façon générale ça marche hyper bien. En Europe, c'est interdit. Et tu regardes, il y a eu un décrochage énorme entre l'Europe et les États-Unis. Et tu sais, on dit souvent l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule. Et ben franchement, la Chine, ils copient beaucoup moins qu'avant et ils font des trucs hyper innovants maintenant. L'Amérique, ouais, ils innovent toujours. Par contre, nous, régulation, on est au top, tu vois. J'ai une autre conviction forte, c'est qu'on ne devrait pas être un politique de carrière, tu vois. Ouais, ça ne devrait pas exister. Totalement d'accord avec toi. On devrait avoir des gens de la vie civile, comme toi et moi, et comme n'importe qui ont une vraie expérience. Tu vois, ça devrait être un médecin qui devient ministre de la Santé. Ça devrait être des députés, devraient être des gens normaux. Et tu devrais être limité à un mandat. Si tu as un peu rencontré les gens de la technocratie, il se trouve que malheureusement, heureusement, je sais pas, je les ai pas mal côtoyés. Des fois, tu te dis, mais c'est de la folie en fait. Enfin, vraiment, ces gens-là sont dans une autre planète, je sais même pas de quoi ils parlent, et ils sont complètement déconnectés, et malheureusement pour nous tous, c'est eux qui font les lois. Et quelque part, c'est eux qui décident, tu vois, on dit souvent le deep state, le truc un peu complotiste, mais le deep state, ça existe vraiment en fait. Il y a vraiment des gens dont le métier, c'est de faire tourner l'État. Il y a des gens qui sont très compétents. Par contre, il y en a beaucoup qui sont déconnectés, et ouais, ça fait peur, parce que c'est eux qui vont décider des règles du jeu de demain, sans avoir jamais joué, tu vois, au jeu de l'entrepreneuriat ou n'importe quel autre jeu. Avec les mêmes règles, quoi. Pas avec les mêmes règles. Demande aux députés quand ils investissent. Bah, ils investissent pas. Donc pourquoi c'est eux qui définissent les lois sur les investisseurs? C'est scandaleux. Disponible dans toutes les librairies, Fnac. D'ailleurs, sur Internet. J'ai vu ce que je te disais, c'est que j'ai vu un post sur LinkedIn. Ouais. Le mec, il disait, j'ai fait je sais pas combien de Fnac, impossible de trouver le livre, il est déjà saturé. Et la personne, la vendeuse, elle lui disait, vous êtes déjà la 100e personne à me dire que vous ne trouvez pas le livre, vous le voulez, etc. C'est hyper frustrant pour moi de voir ça. Ouais. Non mais t'imagines. C'est bien et c'est pas bien. C'est frustrant, mais d'un autre côté, tu dis merde parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse le lire. Donc il faut réimprimer. Bon. C'est un bon problème. C'est un bon problème. C'est comme quand tu es défoncé de travail, mais derrière ça fait rentrer, etc. C'est ça. Après, si tu es défoncé, mais que ça ne fait pas rentrer, c'est non, là, franchement, ça dépasse mes attentes. Mais toi, tu t'attendais à combien de ventes à peu près Moi, je m'attendais à. En gros, l'objectif que j'ai donné à la team, c'est 30 000 exemplaires vendus sous 12 mois. Je pense qu'on va les faire en 3 mois. Donc, pas mal. Donc, très rapide. Et puis, surtout, parce que ça a déclenché chez plein de gens, tu vois. Je me disais, tu sais, si tu es sur Finari, c'est assez compliqué de dire à tes potes d'y aller aussi parce qu'il faut télécharger une app, il faut connecter des comptes, c'est un peu. Enfin, tu vois, c'est pas rien, quoi. Offrir un livre. T'as déjà offert un livre, tu vois, à quelqu'un, c'est hyper simple, c'est un objet du quotidien. Donc je me disais, c'est quelque chose qui sera plus simple pour faire passer le message de l'investissement. Sans compter que c'est 30 000 impressions. Ouais. Mais après, tu as le format aussi. Ta Kindle, ça je sais même pas. En fait, peut-être que tu fais autant, si ce n'est le double. C'est possible. Surtout qu'il a été en rupture de stock très rapidement, donc les gens se sont rabattus sur le format dématérialisé, mais ouais, à voir. Audiobook bientôt d'ailleurs. L'audiobook sort en janvier, tu vois. C'est toi qui le lis? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est un acteur qui a été casté là, que j'ai validé. Okay. Parce qu'il y a Alex Hormozy, que tu dois connaître. Bien sûr. Lui, il lit ses livres lui-même. C'est probablement la chose à faire, tu vois. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est marrant, quand je lis ton livre, j'entends ta voix, puisque je l'entends dans toutes les vidéos YouTube. Mais c'est un taf énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, l'éditeur m'a dit, franchement, vous pouvez le faire, pas de problème. Mais va falloir bloquer un mois, quoi, parce que c'est. Puis la manière de s'exprimer, une vidéo de 10 minutes, c'est une chose. C'est ça. Là, tu lis 344 pages, pour peut-être 70 000 mots, c'est hyper fatigant, tu vois. Putain. Et puis, c'est un pro, donc moi, je préfère. Il est habitué. Donc, on verra ce que les gens vont dire. Mais... Parfait. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir dans tes bureaux. Très beau bureau. Merci d'être venu. Avec plaisir. Le but, c'est de parler d'éducation financière. On a mis en avant ton livre qui parle d'éducation financière. Ouais. Ce que je te propose déjà. J'imagine qu'aujourd'hui, maintenant, tu es la star de YouTube, donc tu n'as pas besoin de te présenter. Mais je te propose quand même de te présenter et de nous expliquer pourquoi tu as créé Finari. C'est quoi l'objectif? En gros, de quoi tu es parti? Parce que tu es parti un peu sur une feuille blanche, on va dire. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Et c'est quoi l'objectif à terme?
Ouais. Et après, ce qu'on fera, c'est, on a quelques questions de nos abonnés, on te les posera. Comme ça pourra faire un mix et avoir une vidéo complète, quoi. Trop bien, trop bien. À toi là. Écoute, 34 ans, j'ai fait des études de finance et ma passion pour la finance, ce qui m'a mené à créer Finaris, c'est quelque chose que j'ai depuis hyper longtemps. Moi, je viens pas d'une famille d'investisseurs, pas du tout. C'était même un peu tabou, le sujet de l'argent. J'ai une famille, mes parents ont des origines très modestes, tous les deux. Après, ils ont bien réussi leur vie. Et donc, on est plutôt une famille tu vois, qui avait des moyens, mais qui n'investissait pas. Et d'ailleurs, on verra plus tard que ça leur est bien retombé dessus parce que tant que tu gagnes de l'argent, ça va en fait. Mais quand un jour, tu as un pépin et que tes revenus baissent fortement, bah, tu te rends compte que finalement, ton train de vie va beaucoup changer si tu n'as pas prévu, quoi. Donc moi, ça m'intéressait, mais finalement, je n'avais pas d'outils. Tu vois, je me souviens, mon père, il lisait le Financial Times, il lisait aussi Le Monde. Et donc, moi, je prenais les sections écho de ces journaux. Financial Times, c'est que ça. Et je lisais et je trouvais ça passionnant, mais je ne savais pas comment faire, je n'avais pas d'investissement. Autour de moi, ça n'intéressait pas grand monde. Et donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait la spécialité finance, mais je me disais trop bien, là, je vais rencontrer plein de gens qui vont être passionnés par ça. Pas du tout. En fait, on faisait de la finance, mais on faisait de la finance de marché, on faisait de la finance, on faisait de la macroéconomie, de la microéconomie, de la finance d'entreprise, de la compta. Donc, c'était assez abstrait finalement. Et on ne parlait jamais du sujet qui, moi, m'intéressait, qui était les finances personnelles. Donc, tu vois, j'ai appris à calculer des options, à comprendre comment fonctionne la création monétaire, mais j'ai pas appris à gérer mon argent, ce que je trouve quand même assez absurde. Toi, le but, c'était pour devenir trader, Moi, je voulais faire sales à la base. Okay. Donc, sales, en fait, le trader, c'est celui qui va vraiment exécuter les ordres. Le sales, en gros, c'est le commercial dans l'histoire. Et généralement, les gens qui ont des formations ingé font trader. Les gens qui ont des formations école de commerce font sales. Après, tu peux être sales trader, mais c'est un métier qui existe un peu moins. Donc, je voulais faire sales, pardon. C'est juste que je me suis rendu compte. C'était 2008, 2009, tu vois. Déjà, c'était pleine crise financière. Pas le meilleur moment, quoi. Pas trop la fête. Le mouvement, c'était plutôt la sortie plutôt que l'entrée. Donc, il n'y avait pas trop d'embauche. Moi, je me disais, bon, j'ai fait une école de commerce. Alors, on faisait des maths et tout, mais tu vois, on n'avait rien à voir avec une école d'ingé type centrale ou polytechnique. Et donc, j'ai compris assez rapidement que pour bosser en salle, en fait, il fallait développer et faire des maths parce que les ordinateurs allaient remplacer progressivement les humains. Donc typiquement, moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est ce qu'on appelle toujours le cash equity. Donc c'est les gens qui traitent des actions, qui est l'actif un peu le plus simple, parce qu'aujourd'hui, en fait, une grosse partie du marché, c'est les produits dérivés. Là, c'est les actions, et en fait, le trading action, enfin le sales action, c'est un métier qui a quasiment disparu, ça existe encore. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire des stages là-dedans. Je ne l'ai pas fait parce que je me disais, ce métier, il n'existe plus en gros dans 10 ans, ou il n'existe plus de cette façon-là. Et donc j'ai pas envie d'être dans une industrie qui est en train de couler. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez vrai, tu vois, que j'ai eu durant ma carrière, c'est quand la mer monte, tous les bateaux montent avec. Et donc si tu es dans un endroit où juste l'industrie elle est en déclin, bah, ça va pas marcher pour toi, même si tu es le meilleur. Donc si tu fais, je sais pas, si tu faisais des vinyles il y a 20 ans, bah, en fait l'industrie elle était en chute libre, ou des CD, tu vois. Sauf si tu t'appelles GameStop et que tu profites de ce moment. Voilà. On a vu le pump, mais bon, je sais pas, tu vois, à quel point c'est vraiment justifié. Sûr, mais en tout cas, c'était très fort. Et donc, je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Donc, je me suis orienté vers la finance d'entreprise. Finalement, ça m'a pas plu. Okay. Et ce qui m'a toujours passionné à côté de la finance, c'était la tech. Tu vois, moi, je voyais des articles sur Google. J'utilisais Internet, tu vois, donc je trouvais ça incroyable. Et je voyais que tout venait de la Silicon Valley. Donc, je me disais, comment je peux, moi aussi, contribuer à ça, comment je peux bosser dans la Silicon Valley. Donc la première étape, c'était de trouver un job dans la tech en France. Donc j'ai appris à coder, je ne savais pas coder, j'ai acheté des cours sur Internet. Okay. Je ne suis pas un grand développeur, mais j'ai les bases, tu vois. Donc là, tu as quel âge à peu près à ce moment-là? Là, j'ai 24 ans, je pense. Ok. 24 ans, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est à peu près il y a 10 ans que tu as commencé. C'est il y a 10 ans, ouais. Mais c'était le tout début, tu vois. Mais en gros, j'ai fini mes études, fait un premier job en finance, ça ne m'a pas du tout plu. Okay. J'ai pivoté vers la tech, j'ai appris à coder. Et ensuite, j'ai trouvé un premier job en tech. C'était super intéressant, j'ai fait 1 an, j'ai touché à tout. Deuxième job en tech, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait Capitaine Train. Là, c'était hyper intéressant parce que la boîte, j'arrive, elle se fait racheter par une autre boîte qui s'appelle Trainline, qui existe encore. Trainline, 4 ans plus tard, est introduit en bourse, à la Bourse de Londres. C'est une IPO de 2 milliards d'euros, donc c'est énorme. C'est très rare les IPO en France, on ne s'en rend pas trop compte, mais en fait, il n'y en a quasiment pas. Donc là, c'était pas en France, mais c'était... En tout cas, moi, je faisais partie du truc. Et à la suite de ça, bah, moi, j'avais des parts dans la boîte. Et donc, j'avais des BSPCE. Et donc, c'est la première fois que j'ai gagné pas mal d'argent d'un coup. J'ai gagné 500 000 euros le jour de l'IPO. À quel âge?
Du coup, j'avais 28 ans, tu vois. Ah, tu te mets bien déjà, 28 ans. Ouais, je me mets bien, non, 29 ans. Je me mets bien, mais je me mets bien parce que j'ai fait aussi des choix, tu vois, qui m'ont permis d'être là. Quand j'ai quitté mon job en finance, tout le monde m'a dit, mais c'est débile, la tech, c'est un truc de geek, quoi. Ensuite, quand j'ai pris mon premier job en tech, j'étais payé à 35 000 €. Okay. Je devais être le moins bien payé de ma promo. Ce qui est pas mal comme salaire, c'est juste qu'en école de commerce, tu peux gagner beaucoup plus. Autour de moi, il n'y a personne qui comprenait ce que je faisais. Ils trouvaient ça vraiment débile, tu vois. Capitaine Train, je disais aux gens que je vendais des billets de train, ils trouvaient ça débile, tu vois, aussi. Donc en fait, il y a eu quand même pas mal de phases où en fait, j'allais à l'encontre de ce que le consensus pensait, et finalement, c'est ça qui a payé. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, quand tu te lances, ah mais non, pourquoi tu fais ça, tu as un CDI, sécurisé, etc. Exactement. Tu sais, les gens vont toujours projeter leur propre peur sur toi, et donc si toi, tu sors du rang, ils vont se dire, mais attends, non, rentre dans le rang, parce que tu es en train de me rappeler que moi, je suis dans le rang et que quelque part, peut-être que je suis en train de perdre mon temps. Tu vois. Ouais, tu remues un peu le caca, entre guillemets, et tu te dis, putain, c'est très désagréable. C'est très désagréable pour eux, tu vois. Ouais. Donc ça, il ne faut pas le juger, il faut juste en avoir conscience. Et donc, après Capitaine Train, après Trainline, pardon, je gagne de l'argent. Okay. Là, je me dis, je vais investir. Petite parenthèse rapide dans cette vidéo pour vous parler d'une offre spéciale Black Friday qu'on a décidé de lancer. C'est une opportunité limitée, alors écoutez bien. Vous l'avez sûrement remarqué, en ce moment les cryptos explosent. C'est le moment idéal pour s'y intéresser sérieusement et pour ça, on a décidé de vous donner gratuitement accès à une partie de notre formation crypto. Vous apprendrez les bases pour investir et commencer à sécuriser vos cryptos avec un ledger. Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui choisiront de rejoindre la formation complète, on a réservé une offre spéciale Black Friday avec un cadeau exclusif pour les 50 premiers inscrits. L'offre est dispo uniquement pour le Black Friday, alors ne perdez pas de temps. Tout est dans la description, on se retrouve dans la formation pour vous accompagner dans cette aventure crypto. Et donc à cette époque-là, je parlais pas mal avec mon associé Julien, qui est juste derrière, et on investissait ensemble. Et en fait, on avait un vieux fichier Excel pourri qui suivait nos investissements, parce qu'on faisait des trucs en commun. On se disait, mais c'est nul, tu vois, on devrait pouvoir avoir un outil juste pour connecter nos comptes, tu vois, compte bancaire, compte crypto, compte investissement, l'immobilier, et avoir notre dashboard. Donc on a créé Finari en très peu de temps, tu vois, ça a duré, je sais plus, tu vois, 36 heures ou 48 heures, on a fait une V1 très basique, qui était pas très loin au final de ce que fait Finari aujourd'hui, en très moche. On a partagé ça à des amis, et après c'est parti de là. Et en gros, aujourd'hui, tu vois, Finari a 450 000 utilisateurs, et c'est une app qui te permet de suivre ton patrimoine, gérer ton budget, d'investir et de te former. Et je pense que c'est nos 4 piliers. Le dernier pilier, c'est le plus important parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, en fait, tu ne seras jamais un bon investisseur. Et être un bon investisseur, ce n'est pas faire plus 50% par an, c'est juste atteindre tes objectifs. Et donc, Finari, notre mission, c'est de faire tomber les barrières qui empêchent les Français, mais pas que, tu vois, tous les investisseurs d'investir. Parce que vous êtes présent pas qu'en France au final. On est présent en anglais, disponible en anglais, en français et en allemand. Okay. Maintenant, on est très concentré sur la France. On a fait beaucoup de marketing ici. On a une chaîne YouTube française. Maintenant, on a beaucoup de gens qui nous regardent en Belgique. Et je pense que toi, c'est un peu la même chose. En Belgique, en Suisse. Tu me disais que tu allais en Suisse tout à l'heure ou demain. Ouais. Tu vois, c'est pareil pour nous. Mais l'ambition, c'est d'aller au-delà de la France. Et pourquoi pas, tu vois, lancer une chaîne dans un autre pays, dans une autre langue, pour aller toucher un autre public. Parce que les problèmes, c'est un peu les mêmes. Tu vois. En France, on n'est pas très bon, mais les autres pays ne sont pas bien meilleurs. En Europe, en tout cas. Peut-être en Allemagne, ils sont un petit peu... Ils sont un petit peu meilleurs, ouais. Ils sont un petit peu meilleurs, mais ils ont d'autres problèmes, tu vois. L'Allemagne est très en retard, typiquement, sur l'adoption du paiement électronique. En Allemagne, tu payes en cash, encore beaucoup. Ça fait que depuis le Covid que le cash a un peu été déplacé. Mais oui, ils investissent beaucoup plus en bourse, en fait. Et c'est vraiment, ils achètent des titres. La structure de la bourse en Allemagne est complètement différente. Tu vois, un acteur comme Trade Republic a émergé, en fait, en Allemagne parce que la régulation est beaucoup plus favorable. Et concrètement, Trade Republic est payé par des bourses pour envoyer les ordres. Payment for order flow. Voilà, ils font du payment for order flow. Parce qu'en fait, en Allemagne, il y a une bourse qui est l'équivalent d'Euronext, mais il y a aussi plein de bourses privées. Et en fait, ces bourses privées rémunèrent les courtiers pour leur envoyer du flow. Bifov qui va être interdit en juin 2026. Qui va être interdit effectivement en mi-2026. En attendant, il est déjà interdit en France. Et en fait, du coup, le dernier courtier français qui a émergé, en fait, il n'y en a pas. Tu vois. Alors que du coup, un courtier allemand est en train de raser le marché. Et ils sont très bien, tu vois. Ils sont très bien, mais c'est dommage qu'en France, on n'ait pas les conditions. Mais en tout cas,
L'idée, c'est de faire tomber les barrières. Et donc, on est parti du suivi de patrimoine. Et là, on est progressivement en train d'aller sur beaucoup plus. On a lancé un produit pour investir en crypto. On va lancer une assurance vie. Et en fait, à terme, tu auras tous les produits et toutes les enveloppes d'investissement dont tu as besoin, avec toujours le même ADN, tu vois, des frais très bas, c'est transparent, c'est made in France et c'est simple. Une vision à 360. Et évidemment, ça s'intègre dans ta vision à 360. Okay. Et je pense, et c'est ma conviction, tu vois, après, on peut être d'accord ou pas, mais je pense que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, si tu n'as pas de dashboard, tu ne peux pas améliorer. Alors, tu peux avoir un Google Sheet ou un Excel, il n'y a pas de problème. Mais avec Finari, je ne pense pas que la valeur, ce soit de construire l'outil qui te permet de suivre ton patrimoine. La valeur, c'est d'améliorer tes investissements et de faire de la performance. Donc nous, les hommes ne montrent pas les chiffres. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, c'est automatique, ça te dit où tu en es, et après, à toi d'agir. Et on veut aller de plus en plus vers, tu vois, l'accompagnement pour que vraiment on te prenne par la main, on te dise, voilà, Mathieu, toi, tu es là, tu veux aller là, voilà la route, voilà la feuille de route qu'on envisage. Et la réalité, c'est que c'est pas très compliqué, tu vois. Les gens, je pense que quand tu n'as jamais investi, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Il faut faire du trading, c'est hyper compliqué, je comprends rien. Mais non, en fait, c'est si tu suis les bonnes étapes dans le bon ordre, ça va bien se passer. Bien sûr, ouais. D'éducation financière, comprendre le mécanisme, et après, une fois que tu as tes données, tu sais comment tu peux optimiser. Et si tu as l'accompagnement qui va avec, forcément, ça se passe bien. Mais ce qui est important, c'est de passer à l'action, et c'est ce que j'essaye d'encourager. Avec le livre, évidemment, tu vois. Et le livre, c'est vraiment un manuel complet. Déjà, j'en avais marre, tu vois, de lire des bouquins américains sur l'investissement. Parce qu'en fait, tu lis le bouquin, il est super. Hein. J'en ai lu des tonnes, tu vois. Mais c'est toujours, il parle de 401K, il parle de des produits américains. Des produits américains, évidemment. Des enveloppes et des produits américains et des problématiques américaines. Tu vois, aux États-Unis, beaucoup de gens ont des cartes de crédit. En fait, en France, il n'y a quasiment personne qui a une carte de crédit. Cartes de débit. Voilà, nous, on a des cartes de débit. Les Américains, ils ont des mortgages. Alors, il y a du taux variable et du taux fixe. C'est pas du tout la même approche. Bien sûr, ouais. Donc, moi, je voulais un bouquin en français, sur le marché français, qui parle de nos problématiques à nous et qui soit holistique. Je ne suis pas le meilleur bouquin pour investir en action. Par contre, je pense que j'ai ma place dans les bouquins, dans les meilleurs bouquins pour investir au sens large. Et donc, il se trouve que j'ai parlé avec des milliers d'utilisateurs Finari. L'objectif qui ressortait, et je pense que le nom de ta chaîne le résume bien, c'était l'indépendance financière. Les gens veulent devenir indépendants financièrement. Ils ne veulent pas être à la retraite à 40 ans. Tu vois, ça, moi, j'y crois pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es à la retraite à 40 ans? Tu vas t'emmerder. Puis même, tu as besoin de faire des activités, travailler. Exactement. Intellectuellement, tu veux rester connecté. Et puis, en plus, c'est débile de se dire, enfin, c'est très français, en fait, de se dire, allez, dès que j'ai un peu d'argent, j'arrête tout. Mais non, mais en fait, dès que ça fonctionne, dès que ta boîte marche, typiquement, c'est là où tu t'éclates le plus. C'est pas au début. Au début, c'est chiant, honnêtement. C'est dur. Et quand ça marche, c'est là où tu as beaucoup plus de moyens, de possibilités. Donc, pourquoi t'arrêterais? Mais par contre, l'idée de se dire, tu n'as plus besoin de travailler théoriquement, c'est hyper satisfaisant. Tu vois, là, j'ai écouté une interview d'un artiste qui disait il n'a plus besoin d'aller faire des enregistrements avec des artistes qu'il n'aime pas, parce que financièrement, il est à l'aise. Donc, il fait que des trucs avec des gens. Donc, ça te permet d'avoir le choix, quoi. Tu as le choix. Tu as le choix, et tu vois, du coup, avec ce livre, je veux donner le choix aux gens. Et franchement, la méthode, elle est hyper simple. Je réinvente rien, je vends rien, je survends rien, et je vais t'apprendre à devenir riche, mais ça va être lent. Et ça va être plutôt ennuyeux. Et la réalité, tu vois, j'en parlais hier avec un entrepreneur qui s'appelle Guillaume Moubèche, qui a un patrimoine énorme, plus de 100 millions d'euros. Tu deviendras riche avec ton travail. Bien sûr. Par contre, tu peux réinvestir le fruit de ton travail et du coup, augmenter encore plus ta surface financière. Exactement. Mais ce n'est pas tes investissements. Alors, tu peux acheter du Bitcoin et faire fois à 100, tu vois, c'est possible, mais ça reste la minorité. Tes investissements, ils vont vraiment t'asseoir et te donner une trajectoire très lisible. Ce que je conseille encore plus, d'ailleurs, c'est le dernier chapitre du livre, c'est d'investir en soi, ses connaissances. Et la première chose à faire, c'est d'essayer d'augmenter ses revenus pour, derrière, pouvoir investir plus. Totalement. Et le premier truc, c'est vraiment investir en soi. En fait, ça rejoint le principe de Finari. Donc bon, c'est le but, hein, c'est que tu suis tes revenus, ça te permet tu essaies de gagner plus. Donc tu optimises parce que tu as les chiffres, tu sais combien tu gagnes, comment tu peux optimiser. Et pareil, tes dépenses, tu essayes de voir là où tu peux couper si c'est des dépenses qui ne sont pas indispensables, entre guillemets, pour avoir une capacité d'épargne aussi supérieure et pour pouvoir investir. Mais là où je te rejoins, c'est effectivement, moi, le premier truc que je dis, c'est que investir, c'est super chiant, en fait. Ouais. Le but, c'est tu ne regardes pas, tu as investi, tu as un plan d'action. Ce qui est paradoxal, quand tu crées Finari, tu dis aux gens, tu sais, moi, les gens me disent, mais ça t'a pas matrixé de créer un outil et de voir ton argent toute la journée? Bah, en fait, plus j'avance dans Finari, moins ça m'intéresse, ça m'intéresse. Moins je paye d'attention. Moi, je regarde mon Finari 200 fois par jour à peu près. Oui. Mais pas parce que je suis obsédé par mon argent, mais parce que je regarde des fonctionnalités, les développements que fait l'équipe, etc. Mais ça m'a complètement désensibilisé. Et en fait, l'expérience m'a aussi appris que
tu vois, le S&P 500, là je regardais sur les 30 dernières années, c'est 11% par an. Débile, tu vois, c'est incroyable de faire ça. Mais donc, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Est-ce qu'il va y avoir une crise? Est-ce que Trump? Est-ce que si? Est-ce que ça? J'en sais rien. Bien sûr. Par contre, je sais que, tu l'as dit, les chiffres ne mentent pas. 30%, enfin 10% ou 11% par an sur 30 ans, 10% sur 100 ans. Donc voilà, moi j'investis tous les mois, je fais des trucs très ennuyeux. Et en fait, sur le long terme, ça paye. Et vu que j'ai quand même un peu plus d'expérience, de temps en temps, je fais des trucs un peu plus exotiques et on pourra en parler. Mais ce que j'explique bien dans le livre, c'est chaque chose en son temps, tu vois. Tu commences pas par construire ta pyramide patrimoniale en commençant par la fin. Tu commences par le socle et après tu montes. Donc, paradoxalement, c'est souvent ce qui est fait. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui démarrent et qui nous appellent et nous disent « Moi, j'ai commencé par le Bitcoin ». Ok, mais en fait, c'est pas par ça que tu devrais démarrer, quoi. Déjà, c'est hyper volatile. C'est bien en termes de diversification, très bien. Mais si t'as pas commencé avec la bourse, pourquoi pas de l'IMO, etc. Même tu vois, le matelas de sécurité, quoi. Livret A, évidemment, si t'as pas ton matelas de sécurité, bon, ça, pour moi, c'est une évidence. Tu fais rien du tout. Et tu as des personnes qui ont 10 000 d'épargne, 10 000 dans le Bitcoin. Demain, tu perds ton emploi. Alors, ça va que tu es en France, a priori, tu as le chômage. Ouais. Mais c'est limite quand même comme situation. C'est dangereux. Donc, il faut en avoir conscience. Et généralement, effectivement, ils n'ont pas conscience. Et il y a des trucs absurdes. Ouais, tu vois, le Bitcoin, encore, j'ai vu des trucs vraiment horribles. Genre, j'ai mis toutes mes économies dans un projet de crowdfunding. J'ai investi dans une start-up, la start-up de mon pote. Enfin, oui, ça peut marcher. Oui, peut-être que ton pote, c'est le prochain Zuckerberg et qu'il va faire Facebook et que tu vas devenir milliardaire. Mais statistiquement, non, en fait, déjà. C'est sûr. Alors que statistiquement, si tu investis en bourse, si tu investis dans l'immobilier, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances de gagner sur le long terme. Encore faut-il pas faire n'importe quoi. Typiquement, là, tu vois, ce matin, donc là, on enregistre la vidéo, c'est Trump, a priori, est devenu président. Donc forcément, le Bitcoin s'envole, c'est un peu évident, tu vois, si tu regardes ce qui s'était dit, Tesla s'envole, le S&P s'envole, tout s'envole là en ce moment. Parce qu'il va déréguler à fond. On peut aimer, on peut pas aimer, peu importe, c'est pas mon rôle de juger. Du coup, il y a plein de gens qui disent « Je vais vendre mon Bitcoin ». Mais pourquoi en fait? Enfin déjà, si tu vends, tu vas faire quoi avec? Tu vas réinvestir dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux actuellement? Enfin, est-ce que ta conviction fondamentale sur le Bitcoin a changé? Généralement, la réponse est non, pas du tout. Du coup, tu fais du trading, oui, mais tu vas réinvestir dans quoi? Bah, je sais pas. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu vends? Tu vois, tu prends tes profits pour faire quoi? Et tu vois, je parle souvent de Warren Buffett et d'Amex. Il a investi il y a hyper longtemps dans Amex et aujourd'hui, il touche plus de dividendes tous les ans que lui a coûté la position à l'époque. Mais tu regardes le cours d'Amex, je regardais là sur 30 ans, ils ont fait, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont fait x25. 30 ans. Mais Buffett, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dedans. Et en fait, quand les gens lui demandent mais pourquoi vous ne vendez pas? Bah, il dit parce qu'en fait, c'est la meilleure boîte dans son secteur, je crois au secteur, donc voilà, je reste dedans. Et pourquoi faire, tu vois? Donc il faut juste garder ses mains dans ses poches et les trucs ennuyeux sont souvent les meilleurs. Ce qui est difficile à comprendre, parce que je pense qu'il y a cette espèce d'image, tu vois. Même moi, tu vois, quand j'étais étudiant, je me disais, je veux bosser en salle de marché parce que ça va être la folie, on va gueuler, derrière, on va prendre des jets privés, ça va être n'importe quoi. Après, quand je suis allé en salle de marché, j'ai vu qu'en fait, c'était hyper calme. Il y avait des mecs derrière des ordinateurs et des femmes. Et c'était plutôt chiant, tu vois. Et en fait, les gens étaient très normaux. Alors oui, bien sûr qu'il y avait des excès, il y avait des gens qui prenaient de la drogue un peu et tout. Mais de base, c'était pas fou et très marrant. On a plein de clients aujourd'hui sur Finari qui sont traders, gérants de fonds, qui font du private equity, qui font tout ce que tu veux, qui sont banquiers privés. Et quand je vois comment ils investissent, catastrophique, tu vois. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Moi, c'est vraiment la blague. J'avais été en banque privée. Et en fait, tu voyais des traders qui étaient à la retraite et ils étaient 100% en fonds euros. Ouais. Donc, ils avaient des 200-300 000 balles en fonds euros, alors qu'ils avaient des patrimoines de plusieurs millions d'euros et plusieurs assurances-vie ou des trucs comme ça. Tu te dis, mais... Et en fait, c'est parce qu'ils ont une pétoche. Ils ont travaillé toute leur vie avec l'argent des autres dans le risque. Et pour eux... Parce qu'ils ont tellement vu, en fait, comme que ça pouvait mal se passer. Mais ce qui nous a vraiment poussé à créer Finari, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est assez marrant. En fait, on avait rencontré le directeur d'une grosse banque privée suisse en France, donc je pense que c'est pas très compliqué de deviner laquelle c'est. Et il nous avait dit, il nous avait fait tout un truc, tout un speech, tu vois, on lui a dit, mais on va faire comme si on était des clients, parce qu'on était un peu trop petits pour être dans leur pool de clients. Tu vois, généralement, il y a des minimums, genre 2 millions, 5 millions, 10 millions. Donc, on est trop petits, mais faites-nous une propale, tu vois, que vous feriez à un client. Donc, le gars nous fait une super propale, tu vois, c'est assez poussé. Du coup, je lui dis à la fin, mais vous faites quoi, tu vois, à titre perso, c'était en off. Et il me dit, mais moi, j'ai un appartement et 1 million d'euros en cash. Donc, tu allais dire, mon gars, en fait, tu es en train de me dire, fais tout ça, il faisait du stock picking hyper compliqué, je sais pas quoi, avec des trucs, des produits structurés.
Et derrière, le gars me dit, en fait, moi, je ne mange absolument pas, tu vois, c'est eat your own dog food. Enfin, il ne fait pas de dog fooding, en fait, il ne mange pas le produit qu'il produit. Oui, il joue pas sa peau, comme dirait Taleb. Non, ah non, il n'a aucun engagement. Donc ça, tu vois, moi, je suis hyper engagé sur Finari. C'est toute l'équipe, d'ailleurs, est hyper engagée sur Finari. Et je pense que ça change aussi notre approche. Nous, on est vraiment là pour changer les trucs, parce qu'on est nous-mêmes clients, tous de la solution, on a tous les mêmes problématiques. Donc forcément, on n'a pas du tout le même rapport que le millième banquier dans une banque qui est complètement déconnectée de la réalité. Ça me fait penser, moi, quand je terminais mes études de gestion de patrimoine, j'avais tous mes collègues. Moi, j'avais commencé à investir en bourse parce que forcément, tu fais de la gestion de patrimoine. A priori, il faut que tu comprennes un peu le fonctionnement de la bourse et que tu investisses toi-même. Donc moi, j'avais déjà ouvert mon PEA, etc. Et j'avais des collègues qui me disaient... j'avais une prof qui avait demandé, parce qu'en fait, je faisais en parallèle de mon master de gestion de patrimoine, je faisais un DESU de gestion d'actifs et de fortune. Et dans ce DESU, il y avait une prof qui était prof de finance de marché. Elle dit, qui investit ici en bourse? Moi, tu vois, je suis le seul à lever ma main. Et la prof dit, mais donc, vous faites de la finance de marché et vous n'investissez pas en bourse. Qu'est-ce que vous allez recommander à vos clients, quoi? Donc, tu vois, c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vont te recommander des choses qui ne jouent pas leur peau, comme dirait Taleb. Et c'est le monde à l'envers. C'est simple. J'encourage tout le monde de demander à son conseiller si les produits qu'il lui recommande, il les a achetés aussi. Et généralement, la réponse est non, tu vois. Bien sûr. Pour plein de raisons. Donc, c'est assez révélateur, tu vois. Ok, donc ça pour la création de Finari. Autre point, ça fait un peu le parallèle, c'est que tu as parlé de private equity, investissement un petit peu atypique, entre guillemets. Alternatif, ouais. Vous avez fait une levée de fonds, enfin plusieurs levées de fonds, dans laquelle d'ailleurs nous on a participé. C'était, je crois, en 2021. 2021, ouais. Où tu avais invité tout le monde, toutes les personnes qui avaient investi c'était 2022, pardon. 2022. Et il y avait une soirée, donc on était nombreux d'ailleurs. Ouais, belle soirée. Aujourd'hui, donc vous avez fait combien de levées de fonds au total? On a fait 3 levées de fonds au total. Ça fait un montant total de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Pour toi, c'est quoi les défis, les défis principaux auxquels tu t'es confronté, notamment avec ces levées de fonds, mais même dans la structure, dans la société, pour justement atteindre l'idéal que tu t'es fixé par rapport à le fait de suivre ces investissements, pouvoir optimiser, etc. Déjà, la première question philosophique qu'on s'est posée avec Julien, c'est est-ce qu'on a besoin de lever de l'argent ou pas? Donc, est-ce qu'on veut faire une boîte autosuffisante? On s'appelle une boîte bootstrap aussi dans la tech, mais en réalité, c'est juste une boîte normale. Tu vois. Toutes les boîtes sont des boîtes, 99% des boîtes sont des vraies boîtes. Et après, il y a les startups qui sont un peu des ovnis. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on fait une boîte bootstrap? Donc, on gagne assez d'argent pour couvrir nos frais. Ou alors, est-ce qu'on fait une boîte, on va dire VC-backed, en gros, financée par des fonds de VC qui sont une sous-catégorie du private equity, une petite catégorie en réalité. Et en fait, pour créer un établissement qui inspire la confiance, qui va convaincre les gens de mettre leur argent, enfin déjà de connecter leur compte, mais à terme de mettre leur argent, et donc de devenir, ce qu'on disait à l'époque, et ce qu'on dit toujours, le one-stop shop, tu vois, la plateforme centrale de la vie financière de nos clients, on ne voyait pas comment on allait faire ça sans lever des fonds. Et sans lever des fonds, on pensait que ça allait aussi durer hyper longtemps. Et paradoxalement, quand tu lèves de l'argent, tu inspires la confiance. Donc on voyait ça aussi comme un levier pour convaincre les gens qu'on allait encore être là demain. Donc une fois qu'on avait décidé ça, on a assez rapidement levé de l'argent, en fait, très tôt. Tu vois, en 2020, on a levé 300 000 euros, je crois, ou 350 000 euros. Ensuite, on a levé 2 millions d'euros début 2021 et 12 millions d'euros fin 2021. Donc ça allait très vite. Et en fait, dans ces 12 millions d'euros, je compte la poche qui a permis à 1000 clients de devenir des investisseurs. Que 1000 clients? Que 1000 clients, ouais. Moi, je me souviens, c'était la folie. Crowdcube, ouais. Crowdcube. Et il y avait, ça tu l'avais bien préparé au niveau de la com, c'est-à-dire que ça sera telle date à telle heure. Donc moi je me rappelle, je me suis vite connecté et en l'espace de 30 secondes, c'était déjà blindé. Tu ne pouvais même plus investir. Heureusement, on a réussi à se connecter. On avait mis, je crois, 5000. Ouais, c'était le maximum, on avait capé. On avait mis le maximum, 5000. Et on s'est dit, putain, heureusement, on s'est connecté au bon moment parce que c'est déjà rempli. D'ailleurs, tu avais fait une communication sur le sujet en disant, en 30 secondes, je crois que c'était un record. C'était un record européen, ouais. On avait fait tomber leur serveur et tout. Tu vois, ça, c'était à l'époque, on avait 30 000 utilisateurs. Aujourd'hui, on en a 450 000. Donc, en fait, t'imagines, si on refait la même opération aujourd'hui ou demain, et j'espère qu'on refera une opération similaire, ça va être n'importe quoi, tu vois. Donc, tous les jours, on me demande si on va le refaire. Là, il faut le caper à 20 000 alors. Justement, il faut le caper plus bas, tu vois. Il faut le caper à 20 millions. Pour qu'il y ait plus de personnes, du coup. Ah oui, exactement. En fait, nous, on a mis 5 000 parce que je voulais qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent. Mais en fait, on aurait dû le caper à 1000 et je pense que sur la prochaine, on capera plus bas.
et on fera un plus gros montant. Et comme ça permettra de faire entrer un maximum de gens. Mais donc, l'argent, c'est juste un moyen, tu vois. Pendant longtemps, on a célébré les levées. On voyait 100 millions d'euros levés par X ou un tel lève 50 millions d'euros. La réalité, c'est quand tu lèves, en fait, tu te dilues. Donc, tu vends une partie de ton capital. Tu donnes une partie du contrôle à d'autres gens. Et ces gens-là n'ont pas forcément les mêmes intérêts que toi. Parce qu'un fonds de VC, c'est un fonds comme un fonds de PE classique qui dure 10 ans. Et ils ont une phase où ils vont collecter du capital, et ce qu'on appelle les capital calls, et après ils ont une phase de distribution du capital. Mais donc ils ont une durée de vie limitée, et ils ont besoin de rendre des comptes à leurs investisseurs pour pouvoir lever le prochain fonds. Donc toi, des fois, tu as besoin en fait, de 15 ans pour ta boîte, mais si le fonds il a besoin de vendre ses positions, tu peux te retrouver vraiment avec quelqu'un dans ta maison, que tu ne peux pas dégager, qui a des intérêts qui sont très divergents des tiens. Donc il faut être quand même assez conscient de ça, et il ne faut pas célébrer ça. En fait, ce qu'il faut célébrer, c'est les boîtes qui cartonnent, parce qu'elles fonctionnent vraiment, qu'elles génèrent du chiffre. Tu vois. Donc on s'est assez rapidement concentré sur ça. Et aujourd'hui, nous, on a eu la chance, tu vois, d'être à l'équilibre là pendant un certain temps. Maintenant, on investit beaucoup de nouveau. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est combien tu gagnes et combien tu dépenses. Ce qu'on appelle le burn. La différence entre les deux, c'est le burn. Voilà, le cash burn. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'une startup, elle est default dead. En fait, par défaut, tu es mort parce que tu as une courbe, tu as un burn et donc tu vas aller à zéro à un moment. Nous, on a vraiment été assez conservateurs très tôt. Tu vois, lever 15 millions d'euros en un an, c'est très rapide. En 9 mois, en réalité. C'est très, très rapide. Donc, on a été assez conservateurs pendant très longtemps. Et tout le monde nous disait, mais pourquoi vous allez si lentement? Pourquoi vous embauchez pas 60 personnes pour faire je sais pas quoi, lancer tous les pays? Aujourd'hui, tu vois, c'était plutôt une bonne décision. On a aussi très rapidement introduit le modèle de l'abonnement. Dès 2021, en fait, tu pouvais payer ton abonnement sur Finari. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. C'est pareil, tu vois, on nous a dit, mais ça sert à rien de faire des abonnements, c'est débile, faites tout en gratuit, vous verrez plus tard. Aujourd'hui, en fait, tu vois, concrètement, si on n'avait pas fait l'abonnement, je pense que Finari ne serait plus là. Ah, bien sûr. Et tous nos concurrents. Besoin d'avoir du récurrent en plus. Exactement, il faut du récurrent, et c'est le meilleur modèle en réalité, le récurrent. C'est très dur à construire. Très dur à faire. Il faut beaucoup d'utilité, à moins que ce soit des high tickets, mais bon, faire ça, payer c'est plutôt en 3 000 B2B, balles d'abonnement par mois, il n'y aura personne qui. C'est pour ça que le B2B SaaS, tu vois, les ventes des logiciels aux entreprises, c'est un peu le rêve, parce que tu peux vendre Tu vois, moi, si tu me vends un logiciel 50 000 € par mois, mais que ça me fait économiser 500 000, bien sûr. Mais je m'en fiche. En fait. Le problème, c'est que tu ne vas pas toucher, du coup, monsieur, madame, tout le monde, pour l'éducation financière, pour la gestion de ses finances. Quoi. Donc, ça irait à l'encontre du modèle que tu veux promouvoir. Mais moi, j'ai tout de suite dit, moi, je fais un modèle d'abonnement parce que je ne veux pas qu'il y ait de pub. Je veux qu'on ait les mêmes intérêts. Et en fait, la réalité, c'est que si tu ne fais pas de modèle d'abonnement, au bout d'un moment, moi, je vais devoir monétiser. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu vendre les données des clients, mettre de la pub, faire des partenariats et donc être hyper intrusif sur ton expérience. Nous, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de pub. Et du coup, vu que tu payes un abonnement… Vous ne revendez pas les données. On ne revend pas les données. Tout t'appartient en réalité. Et plus, si ça te plaît, en fait, tu payes un abonnement. Si ça ne te plaît pas, tu arrêtes de payer un abonnement. Et donc, nous, tu vois… Sans compter que tu as la possibilité de tester gratuitement. En plus, tu peux tester 14 jours, tu vois, sur Finari. Et après, l'abonnement coûte 150 € par an. Et donc, on me dit de temps en temps, c'est cher, 150 € par an. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Tu vois, c'est pas 2 € par mois. Bien sûr. Par contre, c'est quoi le prix de ta liberté financière et c'est quoi le prix que tu es prêt à mettre pour investir dans tes finances? Si tu n'es pas prêt à investir 150 €, tu n'es probablement pas prêt à gérer tes finances correctement. Pour moi, c'est vraiment, et c'est un peu méchant, tu vois, mais c'est un peu être gain petit d'essayer d'économiser sur ça. Il y a plein de choses sur lesquelles je recommande de cutter, tu vois, les frais typiquement. Je pense qu'il faut couper tous les frais inutiles sur les produits d'investissement. Sans compter que justement, j'allais rebondir sur ça. Et il y a plein de personnes, ça se trouve, elles payent les 150 € et elles se rendent compte qu'elles peuvent les économiser différemment. Elles les économisent fois 1000, tu vois. Et on a fait économiser des 500 000, des 1 million d'euros de frais à des gens. Il y a même des gens qui me disent, franchement, j'ai payé 150 €, vous m'avez donné ça, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le deal du siècle. Et c'est le deal du siècle. La bonne nouvelle, c'est que nous, on peut être rentable et chaque client peut être rentable parce que nous, on fait un produit qui est distribué sur Internet et donc forcément, on a un scale un peu illimité. Tu vois, on peut avoir 1 million de clients. Alors, il faut quand même du support, des choses comme ça, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que d'avoir 10 000 clients. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc, on a fait le modèle d'abonnement et dès le début, on avait aussi dit, nous, on veut faire une plateforme de suivi, de patrimoine, de budget et d'investissement. Donc, on a lancé un produit crypto sur lequel on prend des commissions. Donc, chaque fois que tu achètes et que tu vends, on prend une commission qui est transparente, qui est hyper compétitive. Et c'est pareil, tu vois. Ça, c'est un business model qui est forcément rentable parce qu'on l'a construit de façon rentable pour nous. Mais on l'a construit de façon à ce que les deux soient gagnants. C'est transparent, on est régulé en France, c'est hyper simple à utiliser. Tu peux faire du DCA, tu peux faire du spot, tu vois, tu peux faire du yield. Et nous, on gagne de l'argent là-dessus. That's it, tu vois. Il n'y a pas de secret. On n'est pas en train d'essayer de te bien sûr. survendre quelque chose. Et surtout, on ne fait pas un business model qui est cassé de base. On aurait pu dire c'est gratuit.
Mais dans ce cas-là, dans 1 an ou 2, on aurait dû à un moment fermer les vannes. Et tout le monde aurait dit, mais attendez, c'était gratuit, maintenant c'est payant, c'est quoi ce service? On s'est fait arnaquer. Tu disparais si tu veux garder la Ou gratuité. tu disparais. Et on regarde beaucoup de nos concurrents sur la partie suivi de patrimoine, suivi de budget. Bah, tu regardes un peu les acteurs historiques, ils ont disparu, ils sont en train de vivoter, et voilà. Et en fait, ils font de la pub. Bien sûr. Ouais. Donc, ils sont obligés. Donc, en fait, le business model que vous allez faire sur votre boîte, c'est vraiment, si tu n'as pas un bon business model, tu peux avoir un super produit, tu vas aller dans le mur. Typiquement, je sais pas, la livraison de nourriture, c'est trop bien, tu vois. Tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu te fais livrer, mais il n'y a pas de business model. Du coup, la majorité des boîtes qui font de la livraison de courses, elles ont fait faillite. Parce qu'elles étaient financées par les VC. À un moment, les VC ont dit, bon, allez, stop, là, c'est n'importe quoi. Surtout avec les taux qui ont remonté. Voilà, les taux qui remontent, en fait, t'encouragent à dérisquer, parce que quand les taux sont hauts, bah, pourquoi tu prendrais du risque? Là, si tu peux être payé 5%, aux US, tu es payé 5,5 sur du sans risque court terme, donc les T-bills, les obligations du trésor américain. Pourquoi tu irais prendre du risque? Pourquoi tu irais aller, même en bourse, tu vois? En bourse, tu fais 8%, 9% par an, là, tu peux faire 5,5. C'est pour ça que Warren Buffett a revendu énormément et qui se place en obligation pour justement… Il en cash, tu vois, qui prend ça. Bon, on va voir si l'avenir lui donnera raison, mais il est quand même là depuis un petit moment, donc il sait ce qu'il fait. Par rapport du coup à cet environnement économique, je sais que tu as été beaucoup actif par rapport au PLF, au projet de loi de finances. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de définitif, évidemment. Il y a toujours le 49 alinéa 3 qui peut planer, entre guillemets, mais il y a eu pas mal de… Tu as fait pas mal de publications sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est pour toi en fait l'avenir de l'épargnant et de l'investisseur du coup en France a priori, hein, parce que le PLF concerne les Français, quoi. Ouais. Écoute, le problème de la France, et ça c'est quelque chose qu'on m'a dit il y a assez longtemps, mais en fait j'avais pas très bien compris, c'est qu'en France, on n'arrête pas de changer de direction au niveau de la fiscalité notamment. Et en fait le pire pour un investisseur, c'est un environnement fiscal instable et un environnement réglementaire instable. En France, on a la chance d'avoir quand même un pays qui est stable. Par contre, fiscalement, ça change tout le temps. Et donc, on se demande souvent pourquoi, tu vois, les milliardaires, ils viennent pas en France. Ben, ils viennent pas parce qu'en fait, les règles du jeu changent tout le temps. Pourquoi les entreprises étrangères ont du mal à s'implanter en France? Et pourquoi, typiquement, elles vont aux Pays-Bas? Ben, parce qu'en fait, nous, on est instable, eux, ils sont stables. Pourquoi elles vont en Suisse? Ben, c'est pareil, nous, on est instable, eux, ils sont stables. Et donc là, on sort d'une période où on peut aimer Macron ou pas, et c'est pas mon sujet. Tu vois. Pas le, moi, je suis vraiment pas politisé du tout. Mais tu vois, il a été plutôt pro-entreprise, il a baissé la fiscalité, il a introduit la flat tax, les fameux 30%, c'est quand même une super avancée pour les investisseurs, même si ça reste encore trop cher, à mon avis, on devrait être plus bas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et là, on arrive, et c'est un gouvernement plutôt de droite qui dit, en fait, on va faire des économies parce que, en fait, nous, l'État, on a fait n'importe quoi, du coup, vous, les particuliers, vous allez payer. Et donc, ils nous ont fait une espèce de d'esbrouf en disant, mais regardez, la majorité des économies pour atteindre les 5% de déficit par an, je crois que c'est à horizon 2027 ou 2026, je ne sais plus, en fait, la majorité des économies vont venir des baisses de dépenses publiques, pas des hausses d'impôts. En fait, c'est faux, tu vois. Il y a eu plein d'analyses qui ont été faites, et en gros, il y a 70% de cette contribution qui va venir des hausses d'impôts. Et donc, les hausses d'impôts, ça va être sur qui? Les plus riches. Alors, on pourra se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout, les plus riches, ils sont déjà riches, tu vois. Mais le problème, c'est que les plus riches, ils vont prendre leur argent et leurs entreprises, et ils vont aller ailleurs. Il n'y a rien qui les retient au final. Mais ouais, en fait, là, regarde, tu prends un train, dans 1h15, tu es à Bruxelles. Tu prends un train, dans 3h, tu es à Genève. Enfin, qui croit encore que y a des où tu prends un avion, tu es au Portugal en 2 heures, tu vois. Donc, il faut arrêter de croire qu'on est le seul pays au monde et que les gens ne peuvent pas partir. Parce que les gens vont partir. Il se trouve que bon, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Le sujet de l'expatriation, c'est un vrai sujet parce qu'on est déjà matraqué fiscalement. Tu vois. On est le pays le plus imposé au monde. Quoi. On est, de l'OCDE, en tout cas. Ça dépend, voilà, exactement. Le Danemark, ouais. Voilà, les Danois sont très bons aussi. Ils essayent de nous prendre la première place de ce classement qui est peu avantageux. Et je regardais, tu vois, un débat là, à la Commission des Finances. Donc en gros, la Commission des Finances, c'est avant la navette parlementaire. Et je voyais un député de gauche qui disait c'est génial, on a débloqué 800 millions pour ci, 1 milliard pour ça. Je me disais, les causes ont l'air intéressantes, tu vois. Du coup, j'ai regardé le ratio entre le PIB et les dépenses publiques. Et en fait, on est déjà les premiers d'Europe avec à peu près 57%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, tu vois, qui le dit. 57%. Donc le sujet, c'est pas qu'on ne dépense pas assez d'argent public. On en dépense déjà une tonne, tu vois. On en dépense plus que n'importe qui d'autre. Je pense que vous êtes déjà allé dans d'autres pays en Europe, vous n'êtes pas dit, c'est le tiers-monde. Vous êtes plutôt dit, l'Allemagne, tu vois, moi je suis franco-allemand, plutôt bien organisé. En tout cas, c'est le feedback que j'ai quand mes amis vont en Allemagne. C'est plutôt bien organisé, c'est plutôt carré, mais ils dépensent moins que nous.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plus efficaces et qu'ils flèchent mieux l'argent. Ils ont plein de défauts aussi. Hein. Oui, le but, c'est pas de dire ils sont pas parfaits, tu vois. Il n'y a pas de pays etc. parfait, tu vois. Mais en tout cas, on dépense déjà beaucoup. Et donc là, on nous dit, la solution, c'est de dépenser, et on nous taxe beaucoup. Et donc la solution, c'est qu'on nous taxe plus pour que l'État redistribue. Ben moi, ça, j'y crois pas. Moi, je pense que la meilleure façon d'allouer du capital, l'État n'est pas un bon allocataire de capital. L'État devrait s'occuper des services régaliens, exactement, et devrait aussi assurer un minimum, tu vois, une vie décente aux citoyens. C'est ça son rôle. En fait, l'État, nous, on est tous clients de l'État. Faut arrêter de se sentir un peu victime de l'État. C'est l'État, nous, on est les clients. Donc, la dernière fois que j'ai vérifié, le client était roi. Donc, on devrait être roi, tu vois, on devrait être super bien traité. On devrait aller, je sais pas, tu vas à la Sécu, ça devrait être une bonne expérience. Je pense que tu dis à n'importe qui. Boîte, c'est hallucinant. Ouais, tu vois, on me dit, ouais, c'est super simple. Ah bon? Ah bon, vraiment? Ouais, peut-être que créer la boîte, c'est pas très compliqué. Mais moi, là, tu vois, on a reçu des avis d'imposition, tu sais même pas ce que tu payes, en fait. Tu payes tout le temps, tu te fais matraquer. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que la fiscalité change constamment. Et elle augmente. Elle augmente, et en plus, elle est incompréhensible. En plus, elle est monsieur, compliquée. madame, tout le monde, quoi. Exactement. Je veux dire, tu dis taxation de capital, des revenus, les prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, des surtaxes, c'est n'importe quoi. C'est trop compliqué. Et des exonérations à droite, à gauche, mais il faut respecter telles conditions. Finalement. C'est trop compliqué, tu vois. Et on est aussi le champion du monde, d'ailleurs, des niches fiscales. J'en parle dans le livre. Ouais. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que la logique en France, c'est de dire, bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les impôts, mais on va mettre des exceptions. Donc, du coup, on fait quoi? On complexifie encore plus le système. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est-à-dire que l'État préfère prendre et te rend un petit peu si tu respectes certaines règles. Mais généralement, les règles, elles sont hyper compliquées, elles sont alambiquées. Tu vois, typiquement, il y avait une niche fiscale qui était quand même vachement bien, c'était l'immobilier locatif et le LMNP plus particulièrement. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils rabotent la niche fiscale en réintégrant les amortissements au moment de la revente pour qu'en gros, tu aies plus de plus-value. Vu que tu prends ton prix d'achat, tu déduis les amortissements, tu vends avec une plus-value, bah ouais, forcément. Ça gonfle la plus-value. Ça gonfle la plus-value et donc tu te fais vraiment tu te fais un peu. Et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que on change les règles du jeu en cours de jeu. C'est ça. La dernière fois que j'ai regardé un match de foot, on n'a pas dit, bon, allez, maintenant, il y a 4 cartons rouges. Non, c'est où, je sais pas, maintenant, tu peux prendre 3 cartons jaunes et tu es encore sur le terrain. Non, les règles, elles sont connues à l'avance. Et le problème, c'est que les règles, elles changent tout le temps. Elles changent plutôt en notre défaveur. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt des règles qui vont encourager l'investissement. Moi, je ne crois pas que l'État puisse payer les pensions de tout le monde. Tu vois, juste, j'y crois pas. On fait un calcul. Le système qu'on a, il ne tiendra pas sur la durée parce qu'on a une pyramide démographique qui est inversée. C'est un système pyramidal, donc à partir du moment où tu es sur un système pyramidal… C'est un Ponzi. Le système des retraites français, le système des retraites par répartition, c'est un Ponzi, tu vois. Donc maintenant, il faut arrêter. Avant, on avait à peu près, je crois que quand on l'a créé, on avait 4 personnes, 4 contribuables par retraité. C'était génial, tu vois, c'était largement suffisant. Bien sûr. Là, on va arriver à une situation où on va être à moins de 2, tu vois, on va être à 1,5. 1,7 même, ouais, 1,5, 1,7. Ouais. Donc ça va vachement baisser, tu vois. Donc le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgés qui ne travaillent pas du coup, et de moins en moins de jeunes. Donc qu'est-ce qui va se passer? En plus, on est en train de bloquer l'immigration, tu vois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a personne qui pourra payer. Et donc si tu fais ça d'un côté, si tu sais ça et que tu n'encourages pas les gens à se créer leur propre retraite, qu'est-ce que tu fais en fait? Et tu vois, on va me dire, ouais, on a le PEA, mais le PEA, il n'a pas été revalorisé depuis, la date m'échappe, mais depuis à peu près 10 ans, je dirais, minimum. Et le plafond à 150 000, j'ai vu que tu as fait la publication sur le… Donc j'avais recalculé, je ne sais plus combien ça devait être le vrai plafond, mais je crois que c'était 180 000 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, quand tu rajoutes de l'inflation. Mais ça semble normal en fait, tu vois. La dernière fois que j'ai vérifié, le SMIC aussi, il était revalorisé, ce qui est très bien, mais revalorisons le PEA. Le PER, tu vois, on dit, ah c'est trop bien, on a fait un espèce de 401k, donc l'équivalent américain à la française. Super, mais en fait, tu es fiscalisé à la sortie. Donc… Et sur le capital en plus. Donc, si tu as opté pour la déduction sur l'impôt… Ce que tout le monde fait, évidemment. Exactement. Ce que tout le monde fait, parce que tu as envie de… Tu dis, en temps normal, tu payes des impôts sur les intérêts ou sur la plus-value. Ouais. Là, si tu as déduit tes revenus pour profiter d'une réduction d'impôt, à la sortie, tu payes à la fois sur les intérêts et sur le capital investi. C'est génial. Alors tu vas me dire, en fait, c'est pas si grave parce que ta tranche marginale d'imposition va baisser, donc en gros, mais c'est même au-delà de ça, tu vois, c'est juste pourquoi j'ai besoin de 4 pages pour expliquer le fonctionnement du PER. Ça devrait être limpide en fait, ça devrait être t'investis, tant, tu payes tant. Voilà, tu vois, en Suisse, typiquement, il y a des taux qui sont vachement génériques. C'est un peu pour tout le monde la même sauce, tu vois. Et nous, ça devrait être pour tout le monde. Moi, je crois au taux d'imposition global pour tout le monde, tu vois. Ça devrait être le même taux, voilà, global. On devrait baisser toute l'imposition et en fait, on devrait surtout remettre en question chaque euro dépensé par l'État. On devrait dire, on dépense 1 milliard dans ça, mais montrez-moi concrètement ce que ça a donné. Il y a plein d'exemples, tu vois. Là, par exemple, ils ont voulu faire sauter ce qu'on appelle la jeune entreprise innovante, le JEI. Alors, on n'en bénéficie pas parce qu'en fait, c'est une usine à gaz pour obtenir le truc. Il y a même une industrie de cabinets de conseil qui s'est créée pour obtenir ces trucs-là. C'est complètement lunaire, tu vois.
On n'en bénéficie pas. Ils ont voulu se faire sauter le C2I, Crédit d'impôt innovation, et ça, c'est un truc qui bénéficie aux petites boîtes. Ça, on en bénéficie. Par contre, ils n'ont pas touché au CIR. Étonnant, le CIR, c'est un truc, il n'y a que les grosses boîtes, ou principalement les grosses boîtes qui en profitent. Et les plus gros clients, c'est les Total et les Sanofi et tout qui se gavent là-dessus. Donc en fait, je trouve ça absurde. Et encore une fois, au lieu de dire on enlève ce dispositif, mais baissons les charges patronales, baissons les charges salariales, tu vois. Rendons du pouvoir d'achat aux individus et laissons les individus gérer pour eux-mêmes. Et ça ne plaît pas. Et en fait, la réalité, c'est que paradoxalement, je pense que si tu demandes aux gens, tu vois, dans la rue, tu leur dis qu'est-ce que vous pensez du fait d'augmenter les impôts sur les riches, ils vont dire génial, let's go, allons-y. Donc il y a quand même une espèce de croyance fondamentale. Donc moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la France, tu vois, parce que je crois que tant qu'on est dans ce truc de revirement permanent et tant qu'on n'a pas acté le fait que c'est la création individuelle qui va, enfin c'est l'individu qui va créer de la richesse pour le pays, c'est pas le pays, l'organisation qui va créer de la richesse pour l'individu, et ben on aura un problème. Et tu regardes, il y a eu un décrochage énorme entre l'Europe et les États-Unis. Et tu sais, on dit souvent l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe régule. Et ben franchement, la Chine, ils copient beaucoup moins qu'avant et ils font des trucs hyper innovants maintenant. L'Amérique, oui, ils innovent toujours. Par contre, nous, régulation, on est au top. Tu vois. Ouais, finalement, c'est pas si faux que ça. Hein. Dans l'absolu, la Chine, oui, innove. La Chine est beaucoup plus innovante qu'avant. Mais c'est pas si faux dans le sens où, effectivement, c'est constamment réglementation. Il y avait eu le rapport Draghi récemment qui était vachement bien. Qui disait qu'effectivement, il y a eu un décrochage phénoménal. Et je crois qu'il disait qu'il y a eu l'équivalent de 30% des entreprises créées en France qui se taillent notamment aux États-Unis. Parce que normal. On en a marre, quoi. Normal. Parce que, comme tu disais, avec l'analogie du terrain de foot, donc le parti de foot, les règles changent en plein milieu de partie. Donc toi, tu vas pour marquer, on te dit, ben non, finalement, si tu marques chez l'adverse, c'est contre ton compte, tu vois. C'est comme si c'était impossible. Quoi. Et puis il n'y a pas de, tu vois, l'Europe, en fait, il n'y a pas de. En Europe, tu peux avoir une fiscalité différente en fonction du pays. Donc en fait, il y a une monnaie unique, mais il n'y a pas de fiscalité unique. Ça, c'est un truc pareil, tu vois, quand on me le disait, je voyais beaucoup d'économistes ou d'experts qui disaient, mais c'est bizarre, enfin, c'est pas du tout logique. Et en fait, quand tu analyses le truc, tu dis, mais c'est complètement absurde. Et en plus, effectivement, tu as des gens. En fait, ce qui est super dur, c'est que les gens dont le job, c'est de voter des lois, devraient voter des lois qui réduisent leur importance, qui réduisent l'importance de leur propre rôle. C'est super difficile. C'est comme si moi, tu vois, je devais faire des trucs qui vont faire perdre de l'argent en Finari. Difficile quand même. C'est sûr. Donc, il y a des conflits d'intérêts énormes. Qui sont énormes. Et j'ai une autre conviction forte, c'est qu'on ne devrait pas être un politique de carrière. Tu vois. Ça ne devrait pas exister. Totalement d'accord avec toi. On devrait avoir des gens de la vie civile, comme toi et moi, et comme n'importe qui ont une vraie expérience. Tu vois, ça devrait être un médecin qui devient ministre de la Santé. Ça devrait être des députés, devraient être des gens normaux. Et tu devrais être limité à un mandat. Comme ça, tu es là pour faire vraiment un truc qui a de l'impact à fond. Et je crois aussi, le dernier truc auquel je crois beaucoup, tu vois, la Suisse a beaucoup de défauts, mais la Suisse a aussi un truc intéressant, qui est un modèle qui est fédéral et surtout très local. Et je voyais tu vois, en Suisse, peu de gens connaissent vraiment les politiques, c'est pas des stars. Tu vois. Ici, les gens, les Mélenchon, les Bardella et tout, c'est des gens qui sont hyper connus, hyper suivis. C'est un peu on aime bien le côté leader, tu vois, leader d'homme, etc. Et ben, en Suisse, un politique qui disait, quand tu changes, vu que c'est cantonal et même local, quand tu changes les horaires d'un arrêt de bus, enfin d'une ligne de bus, en fait, c'est ton enfant qui pourra plus aller à l'école, ou c'est ta vie perso qui va être modifiée, et du coup, tu vas réfléchir à 2 fois avant de le faire. Mais quand en France, on change une loi à Paris, ça va impacter des gens à Lille, à Marseille, un peu partout. Enfin, je ne sais pas pourquoi je montre le bas, mais là. Mais donc, tu vois, on va impacter la vie des gens. Et en fait, on ne peut pas faire un truc qui va à tout le monde. On devrait repartir sur une politique beaucoup plus locale. Et on devrait aussi réduire la taille de l'État pour, encore une fois, rendre de la souveraineté à l'individu. Et je pense que ça passe par l'entrepreneuriat et ça passe par faire des choses. Et c'est vrai qu'en France, on est en train de rater le virage de l'IA qui va tout changer. On a raté déjà le virage de la tech au global. Tu vois, on a une super scène tech, mais en réalité, on est minuscule par rapport aux États-Unis. Tu vois, je sais même pas si les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de rater. Parce que, tu vois, là, j'étais à San Francisco. Il y a des voitures autonomes partout. Tu peux prendre des taxis autonomes, ça s'appelle des Waymo. Il y en a partout. Tu vois, c'est Google qui a financé en partie cette boîte. Complètement standard. Vraiment, c'est partout. Alors oui, il y a des bugs. Et à chaque fois qu'il y a un bug, ça fait rire un peu tout le monde parce qu'ils font des embouteillages entre eux et tout. Et de temps en temps, il y a des accidents tragiques. Mais de façon générale, ça marche hyper bien. En Europe, c'est interdit. C'est interdit parce que régulation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On ne profite pas de ça déjà. Et nos constructeurs et nos entreprises locales ne peuvent pas se développer. Enfin, c'est absurde, tu vois. Alors que c'est évident que c'est l'avenir. C'est sûr. Et ça, je rebondis parce qu'effectivement, pour avoir une voiture, une Tesla, aux États-Unis, c'est bloqué le FSD, tu vois. Ici, le FSD, il est bridé. Et donc nous, là-bas, il marchait. Moi, j'allais au bureau le matin en FSD. Un truc de dingue, tu vois. Et ici, en fait,
parce que c'est un prix supplémentaire pour avoir le FSD. Ouais. Et quand on l'active, en fait, ça change rien par rapport à la Tesla de base sans le FSD, parce que il est bridé. Donc tu dis, c'est n'importe quoi. Et il bride tout, voilà, hybride. Et c'est le monde à l'envers. En tout cas, tu ne pouvais pas mieux résumer ce que je pense. Ouais. Et tu vois, on s'était pas concerté avant, mais je pense que la bonne nouvelle, et je le vois aussi avec le livre, tu vois, c'est que, en fait, il y a pas mal de gens qui pensent ça quand même. Et là, moi, je pense qu'on est à un point un peu de bascule où les gens vont dire, attendez, là, c'est juste, c'est fini en fait. J'en peux plus. Et moi, je te le dis très honnêtement, tu vois, si ça continue, moi, je te dis pas que je serai encore là dans 5 ans. Je suis patriote, mais en fait, je suis pas un pigeon. Bien sûr. Donc, je vais pas me faire plumer H24. Tu vois, quelqu'un, moi, je pense que là, que je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais gagné 500 000 euros, j'avais payé à peu près 150 000 euros d'impôts en une année. Moi, la dernière fois que j'ai vérifié, j'avais pas de plaque à mon nom, tu vois, j'avais rien en fait, j'avais rien de spécial. Par contre, je m'étais fait défoncer et d'ailleurs, je m'étais pris un contrôle fiscal derrière. Donc, en fait, j'avais l'impression d'être un criminel. Alors j'avais payé un avocat pour être sûr d'être dans les clous. Tu te retrouves à payer quelqu'un. C'est n'importe quoi. Et après, j'avais eu des problèmes, des lunaires, tu vois, complètement lunaires avec d'autres trucs. Et quelqu'un qui gagne beaucoup, c'est normal qu'il contribue plus. Par contre, tu peux pas être traité comme un criminel. Tu peux pas avoir peur à chaque fois. Franchement, tu demandes à n'importe qui gagne beaucoup d'argent. Quand il fait sa déclaration d'impôt, il se dit franchement, j'ai peur de me faire contrôler. Si je me suis trompé de 1 euro là, bon, pas 1 euro, j'exagère, mais voilà, je me suis un petit peu trompé. Tu peux te faire défoncer. Est-ce que c'est du micro, du réel? Est-ce que c'est du BI, c'est du BNC? Et puis ça, c'est côté perso, côté pro. Ah oui, non. Tu peux te prendre un contrôle fiscal. Contrôle fiscal, c'est un peu le film, c'est un peu le dîner de con. Ça dure hyper longtemps un contrôle fiscal. Et en fait, je crois que ça dure en moyenne 9 mois. Et donc, tant que ça dure, tu as des gens qui viennent tous les mois te demander des documents, des machins, des trucs. Et donc, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Toi, tu peux pas te concentrer sur ton activité. Le stress constamment. En plus, parce que tu ne sais pas ce que tu vas payer. Et franchement, les contrôleurs fiscaux, ils font leur boulot, tu vois. Et la plupart sont pas du tout le cliché, tu vois. Ils veulent pas du tout te défoncer. Ils veulent juste s'assurer que tu as respecté la loi. Mais souvent, en fait, tu arrives dans des cas où tu dis, mais attendez, c'est une question d'interprétation, en fait. C'est pas. Alors, il y a des cas de fraude évidente, mais il y a des cas où, en fait, on sait pas vraiment parce que c'était tout nouveau. Ça venait de sortir. Et donc, c'est hyper compliqué. C'est vachement d'interprétation. Tu vois, typiquement, est-ce que c'est des frais professionnels ou pas? Question d'interprétation. Tiens, vous avez vendu des cryptos. Est-ce qu'il fallait mettre de la TVA ou pas? En fait, on savait même pas que la crypto, ce que c'était. Ça change tellement et puis il y a un flou qu'au final. Donc c'est compliqué et franchement, plus tu simplifies les règles, et je le vois avec l'investissement, il y a plein de gens qui ne se lancent pas. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, mais attendez, avec le PLF, je pense que je ne vais pas faire d'IMO. Je leur dis, mais attendez, n'importe quoi, tu vois. C'est pas parce que les règles changent qu'un bien immobilier de bonne qualité sera un bien immobilier de mauvaise qualité demain. Ça restera un bon bien immobilier. C'est pas parce que la flat tax saute qu'il faut arrêter d'investir. Mais je comprends que ça induise du stress et je pense que ça, nos chers dirigeants et dirigeantes, ils n'ont pas du tout compris ça. Monde, quoi, non, ils sont dans un autre monde. Et si tu as un peu rencontré les gens de la technocratie, il se trouve que malheureusement, heureusement, je sais pas, je les ai pas mal côtoyés. Des fois, tu dis, mais c'est de la folie en fait. Enfin, vraiment, ces gens-là sont dans une autre planète. Je sais même pas de quoi ils parlent et ils sont complètement déconnectés. Et malheureusement pour nous tous, c'est eux qui font les lois. Et quelque part, c'est eux qui décident. On dit souvent le deep state, le truc un peu complotiste. Mais le deep state, ça existe vraiment. En fait, il y a vraiment des gens dont le métier, c'est de faire tourner l'État. Et il y a des gens qui sont très compétents. Par contre, il y en a beaucoup qui sont déconnectés. Et ouais, ça fait peur parce que c'est eux qui vont décider des règles du jeu de demain sans avoir jamais joué tu vois, au jeu de l'entrepreneuriat ou n'importe quel autre jeu. Pas avec les mêmes règles, quoi. Pas avec les mêmes règles. Demande aux députés quand ils investissent. Ils n'investissent pas. Donc pourquoi c'est eux qui définissent les lois sur les investisseurs? C'est scandaleux. Ok, écoute, je te remercie. Rapidement, quelques questions de nos abonnés qui ont été posées. Quelles sont tes prévisions concernant la pierre papier en France? Ouais, la pierre papier, c'est assez intéressant. Donc, pierre papier ou SCPI, tu vois. Oui. Moi, c'est un véhicule que j'aime bien parce que c'est, tu vois, j'ai des biens locatifs en direct. Je sais pas si toi, tu as des biens locatifs. Oui. Le mirage de l'immobilier rentable, super simple, tu deviens milliardaire, etc., ça n'existe pas. C'est hyper compliqué. Puis la gestion, etc. Hyper chronophage. Moi, j'ai jamais eu de fuite d'eau dans mon ETF. Par contre, j'ai eu des fuites d'eau dans mon appartement. J'ai eu des locataires qui ne payent pas. J'ai eu du squat. J'ai eu tous les trucs. Et en fait, j'ai rencontré pas mal d'investisseurs immobiliers à des soirées Finari. On fait tout le temps des meet-up partout en France. Et ils me disent, moi j'ai un bien, ça se passe super bien. Je leur dis, les gars, oui. Mais la question, c'est pas de savoir si tu vas avoir des ennuis ou pas. La question, c'est de savoir quand et si ça va détruire ta rentabilité. Parce que ça va arriver. Et moi aussi, je pensais que ça allait jamais arriver. Et ensuite, quand c'est arrivé, c'était vraiment... Et là, même là, tu vois, j'ai du Airbnb, problème sur problème, plein de problèmes, c'est sans fin, tu vois. Et encore, j'ai de la chance, j'ai des gens qui m'aident sur ça. Mais donc, la pierre papier, c'est une alternative, tu peux faire de l'IMO sans rien investir, sans rien gérer, surtout.
si tu investis quand même. Et tu as une renta. Alors forcément, c'est moins rentable que faire de l'immobilier physique. Maintenant, tout le monde pensait, et je pense qu'il y a une croyance un peu globale, que ça n'allait jamais baisser. Il y a eu des décotes énormes sur des SCPI bancaires, notamment, des moins 40%, des trucs lunaires, parce qu'en fait, la valeur de leur parc immobilier était complètement surévaluée par rapport à la valeur de la part. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour faire de la pierre papier? Ouais, parce que je pense qu'il y a des bons coups à faire, et je pense que l'immobilier d'entreprise a encore de l'avenir. C'est d'ailleurs plus intéressant de faire de l'immobilier d'entreprise que l'immobilier pour le particulier, parce que c'est beaucoup moins volatile. Un chef d'entreprise, il ne va pas décider tous les jours de partir ou pas. En réalité, il veut de la stabilité. Donc maintenant, les quelques conseils que j'ai ou les quelques recommandations, c'est il faut faire des SCPI qui sont diversifiés, parce que les SCPI sectoriels, alors moi, j'y crois pas du tout, parce que si tu es dans un secteur, typiquement le médical, déjà, c'est un secteur qui est très étroit, et en plus, tu vas acheter à fond quand ça va être très cher, et quand tout le monde va vouloir sortir, bah, tu vas être obligé de sortir aussi, parce qu'en fait, ton prix de part va baisser sinon. Donc en fait, tu es toujours dans le marché. Si tu es diversifié, quand l'immobilier de santé se casse la gueule, bah, toi, tu vas sur l'immobilier de santé. Quand la logistique est un peu moins hype, tu vas sur la logistique. Quand la France les prix sont en train de chuter, bah, tu vas en France, ou sinon tu vas ailleurs. Tu vois. Donc SCPI diversifié, ensuite track record, il faut regarder ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Et enfin, tu as taux d'occupation financier, ce qu'on appelle le TOF. Tu vois. C'est combien il y a de gens qui payent vraiment les loyers? C'est quoi? Il y a un taux minimum, ça doit être 95%. Tu vois. Et donc, il y a des néo-SCPI qui ne prennent pas de frais de souscription, elles prennent quand même des frais de gestion. Donc, je pense qu'un bon mix, c'est de prendre les meilleurs néo-SCPI, celles qui ont quand même un peu de track record, pas celles qui viennent de sortir là hier, et les meilleurs gérants historiques. Okay. Et donc, je ne vais pas citer de nom, tu vois, mais j'ai fait des Finari Talks avec les gérants de Hiroko et de Quorum notamment. Et je pense que c'est des options intéressantes. Donc, oui. Et c'est encore plus intéressant, je trouve, en démembrement, parce que bah, tu n'as pas de fiscalité maintenant, tu peux avoir une décote et tu peux prévoir à quel moment tu vas toucher des loyers. Tu peux prendre 50 démembrements. Donc, à voir, tu vois, mais ouais, dans un mix, et surtout pour quelqu'un qui a été un peu brûlé par l'immobilier physique, je trouve ça intéressant. Okay. Tu achètes une propriété, tu récupères l'usufruit plus tard. Exactement, on reconstitue la part, tu vois, mais c'est toi qui décides. Si tu pars à la retraite dans 5 ans, mais la nue propriété, c'est un penalty en fait. Bien sûr. Parce que dans 5 ans, tu vas commencer à toucher des loyers. Aujourd'hui, tu n'en as pas besoin parce qu'aujourd'hui, ton revenu est probablement proche du top, tu vois. Donc, tu es super fiscalisé. Et le jour où ton revenu baissera parce que tu seras à la retraite, et ben là, bam, tu as des revenus complémentaires. Et une autre question, est-ce qu'encore valable de rentrer dans le marché crypto? Bon, ça t'y a répondu. Hein, voilà. Toujours. Tu vois, je me posais la question, j'ai investi en Bitcoin, je crois que je l'avais déjà dit, c'est à 1000 €. Et l'Ether valait, je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 150 €, un truc comme ça. Alors j'ai vendu et j'ai acheté, j'ai fait n'importe quoi. Mais tu te dis, je me posais déjà la question à 1000, à 5000, à 10 000, à 20 000. Maintenant, en fait, je ne me la pose plus. On est à 75, non? Là, on est à 75 000 $. Je ne me la pose plus. Moi, je pense que ouais, ça a sa place dans une allocation. Puis surtout, c'est investi régulièrement. C'est investi régulièrement. Est-ce que je mettrais tout mon patrimoine en crypto? Non. Est-ce que j'irais sur toutes les cryptos? Non. Donc, ouais, faire Bitcoin, Ethereum, 10% de son patrimoine net et de faire du DCA, ça me semble pas déconnant, sauf si tu es allergique au risque. Dans ce cas-là, n'y va pas. Ok. Autre question, le gratuit pour l'utilisateur est-il dans la roadmap? Ça, c'est pour Finari. Ouais, alors Finari, c'est gratuit en fait de base. Hein. Tu peux t'inscrire, tu peux connecter 2 comptes gratuitement et tu peux ajouter tous les types d'actifs non synchronisés, on va dire, ton immobilier, ton lingot d'or, ta voiture. Ça, c'est gratuit. Maintenant, est-ce qu'on continue d'investir sur les fonctionnalités gratuites et payantes? Bien sûr. Après, c'est vrai que tu vois, là, on va lancer une fonctionnalité qui est hyper attendue, c'est un scanner d'abonnement. Ouais. On va détecter tous tes abonnements avec le calendrier, etc. L'idée, c'est évidemment de t'aider à identifier les trucs qui servent à rien. D'ailleurs, on va mettre les paiements récurrents, notamment les impôts. Donc, c'est pas un abonnement, mais on est tous abonnés. on est tous clients, donc on n'a pas le choix. Et ça, forcément, c'est une fonctionnalité qui a beaucoup de valeur. Bah, ça sera plutôt pour les utilisateurs payants. Mais encore une fois, on a un abonnement qui coûte 150 € qui s'appelle Finari Plus, on a un abonnement qui s'appelle Finari Lite qui coûte une 60aine d'euros. Donc tu vois, c'est déjà beaucoup plus accessible et ça te permet de synchroniser tes comptes en illimité. Et en plus, si vous allez sur notre chaîne YouTube, je suis sûr que pour toi, on pourra aussi faire un code, et je crois qu'on vous en a déjà un, il y a toujours des codes de réduction qui traînent, donc vous pouvez aller voir. Mais moi, je ne crois pas au gratuit, au tout gratuit. Par contre, oui, je continue de bien m'occuper de mes utilisateurs gratuits. Et d'ailleurs, tu peux investir sur Finari en crypto sans avoir d'abonnement et tu pourras investir en assurance vie et dans tout ce que tu voudras. Écoute Mounir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remonte ton livre, hop, pour rappel, même s'il est en rupture de stock. Peut-être qu'il ne le sera plus quand on Alors il est en réapprovisionnement. Il est en réapprovisionnement, mais bon, j'ai découvert le monde de l'édition et la façon dont ça fonctionnait. Donc voilà, c'est un peu l'âge de pierre, mais sinon disponible en e-book partout. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup et puis à très vite. Merci à toi.